Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Aujourd'hui, nous avons rencontré Luc Tuymans. Il évoque Saint-Georges, un tableau qu'il a peint en 2015, et nous explique son rapport aux images, à la peinture et au regard. Bonjour Luc Tuymans, et merci de participer à ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier car on va pas s'intéresser à toute votre œuvre de façon exhaustive, mais on va commencer surtout par un tableau en particulier. Le tableau, c'est celui qui s'appelle Saint-Georges. C'est un tableau que vous avez peint en 2015. Alors pour situer un peu le contexte, Saint-Georges, c'est un martyr de la religion chrétienne, saint patron de la chevalerie. Il est souvent représenté sous la forme d'un chevalier qui terrasse un dragon, parfois pour sauver une princesse. Il y a de nombreux peintres qui ont représenté Saint-Georges sous cette forme. Donc il y a notamment Raphaël, le Tintoret, Delacroix, Uccello, Rubens, etc. Et dans ces tableaux, on retrouve en général les trois protagonistes de la légende, le chevalier Saint-Georges, le dragon et la princesse. Et vous avez décidé de traiter ce sujet différemment, parce que dans le tableau, il y a ni Saint-Georges, ni la princesse, ni le dragon. Non, on n'a que des gens qu'on voit de dos et des gens qui sont des spectateurs. Et en fait, c'est pris directement des films de Super 8 que j'ai fait en les années 80 dans le truc à Waterloo avec le grand panorama. Alors j'ai pris le dragon pour l'idée de la guerre, d'une manière ou d'une autre. Alors on voit les gens qui sont stupéfiés en train de voir à quelque chose qui se passe devant eux et qui se dépasse devant eux. Alors c'est ça qui est trouvé plus intéressant que montrer le dragon. Et à une certaine grandeur aussi que le spectateur se multiplie parce que le spectateur regarde le spectateur d'une manière ou d'une autre. Et on voit que le mystère qu'il y a, qui est dans la lumière, qui est en fait dans les nuages qu'on voit, on voit pas aussi par exemple le panorama de Waterloo, si je ne voulais pas montrer, mais simplement cette idée d'une vision extrapolée. Oui, c'est ça, parce que donc le tableau, c'est une grande huile sur toile qui fait plus ou moins 1,70 m de haut sur 3,70 m de large. Et donc on voit 5 personnes, un peu floues, de dos, qui regardent une scène. Mais comme vous le disiez, la scène, elle est relativement abstraite, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a une ombre sur la gauche du tableau. Et donc finalement, le sujet du tableau, c'est bien plus le fait de regarder une œuvre ou de regarder une scène. Et d'être regardé aussi. Et d'être regardé. De dos, mais aussi c'est une espèce d'attente qui est produite parce que toute cette idée, avec le dragon, il y a une espèce mythique là-dedans, mais il y a aussi une espèce dans toutes les choses qui sont épiques, si vous voulez. Il y a quelque chose comme une sorte de superstition qui est en fait enveloppée dans toutes ces histoires. Alors je voudrais pas faire quelque chose 1 sur 1, mais quelque chose qui était complètement un peu plus compliqué, un peu plus discret dans ce sens-là. Et il y a vraiment une mise en abîme de cette action de regarder, d'être regardé. Et aussi l'idée de panorama qui était très importante. Mais dans le panorama, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est qu'il y a des lignes qui sont quand même assez présentes, notamment dans cet horizon un peu flou. Il y a une ligne verticale qui semble couper le panorama en deux. Oui, parce que en fait, l'image a été construite de différentes images. Alors, et je voulais montrer ça aussi, cette inexactitude dans l'image même, dans la peinture. Et il y a une autre chose qui m'intrigue, c'est le placement des personnages, parce qu'il y a 5 personnes de dos. Par contre, elles sont pas du tout réparties de façon uniforme sur le tableau, puisqu'il y en a 4 qui sont groupées à droite, et une 5e personne qui est seule à gauche. J'avais l'impression que les 4 personnes à droite regardaient peut-être pas nécessairement la scène devant eux, mais peut-être la personne à gauche qui regarde elle aussi. Oui, les 4 personnes sont en train de partir de manière de se dégager de l'image que l'autre est obstiné à le voir parce qu'il fait son poids sur la balustrade dont on voit le panorama ou l'image, si vous voulez. Oui, c'est ça, tous les personnages sont un peu flous, mais cette personne qui est à gauche,
on voit très distinctement ses bras et même sa main gauche qui est appuyée sur la balustrade. Alors on se demande, est-ce qu'il est beaucoup plus stable que les autres? Est-ce qu'il reste là campé à regarder la scène? Ou alors est-ce qu'il s'appuie sur le balcon comme s'il allait sauter pour rejoindre la scène? Il se distingue en fait du groupe, c'est-à-dire que maintenant en fait, il y a 5 personnes ou 5 personnages sur ce tableau, mais il y a une distinction, il y a même une sorte de distance entre le groupe et le personnage singulier. Si on revient sur la question du regard, c'est un sujet qui revient souvent en peinture, c'est-à-dire comment une peinture change dans son statut à partir du moment où elle est regardée par quelqu'un. C'est-à-dire que le spectateur, c'est en fait celui qui finit le travail, c'est-à-dire que juste pas regarder. On a toujours dit qu'en fait, la peinture sera quelque chose de très passif parce que c'est simplement mis sur un mur et on peut l'adorer, on peut le voir et tout ça, mais en même temps, il y a aussi toujours cette idée qu'on devait peut-être mesurer la distance entre le spectateur et l'image. Et c'est là qu'il y a un signifiant qui se déroule, qui est assez étonnant, qui est assez important. C'est à cause de ça aussi que le point physique on peut voir naturellement ce truc sur Instagram ou dans une reproduction, mais ce sera pas du tout la même expérience. L'expérience physique dans l'espace et avec la distance qu'on prend soi-même, parce que c'est une discussion que les spectateurs, spectatrices font eux-mêmes, et ça donne une sorte de signifiant qui est différent à mesurer. Il y a une difficulté à mesurer ça sans l'aspect physique. Mmh. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une certaine matérialité de la peinture qui est impossible à dépasser? Oui, je pense que oui, parce qu'elle est extrêmement détaillée. Mmh. Et même pour moi-même, parce qu'il y a des choses qui m'échappent quand je peins aussi. Alors des choses au moins que je peux retracer assez facilement, où je suis commencé, où était le milieu, où était la fin. Mais en même temps, il y a des choses qui se produisent qui sont pas vraiment complètement attendues. Alors, et c'est là que il y a des choses qui se produisent qui sont assez importantes, même que ça pourrait être pas directement visibles, mais quelques détails sont presque à l'invisibilité, mais ils sont extrêmement importants pour la peinture, pour l'image et la peinture. Mmh. Parce que même s'ils sont presque invisibles, on les perçoit toujours, même si c'est une façon... On les perçoit quand on regarde à profondeur, oui. Mmh. Et alors, je me demandais, vous, en tant que peintre, du coup, s'il y a des choses qui vous échappent ou qui vous dépassent et qui émanent d'une certaine façon de la peinture elle-même, quand vous êtes en train de peindre, comment est-ce que vous détectez le moment où la peinture est finie? Ça, on doit apprendre par le faire, en fait. C'est-à-dire qu'on peut facilement détruire des choses par en travailler beaucoup trop. Et par exemple, quand j'ai eu mon atelier et j'ai vécu en fait dans l'appartement où j'avais mon atelier, j'ai en fait détruit énormément de peinture parce que je me suis pas arrêté de peindre. Et là, je suis très heureux que maintenant, je ne voulais plus jamais l'avoir, enfin, une sorte d'atelier qui est trop près de mon habitat. Moi, maintenant, c'est une chose où j'y vais, je travaille et je ferme la porte et je peux revenir le lendemain, c'est autre chose, mais il y a ce décalage qui est assez important. Et ça mais comme j'ai dit, j'ai détruit énormément de choses parce que je ne me suis pas arrêté de peindre. Alors, on doit vraiment savoir où, quand on s'arrête et quand on a, en fait, réagi sur l'image avec une certaine certitude et en fait aussi le déterminer. Et on est limité aussi. Et on voit la manière dont on est limité et de ne pas dépasser directement cette limitation. Alors c'est ça qui est important. Vous parliez de revenir le lendemain sur une peinture que vous avez travaillée, mais pourtant vous peignez assez rapidement, non? Je peigne un tableau dans une journée. Mais ça veut dire quand je reviens, c'est-à-dire pour voir ce que c'était. Quand je sors, après cette journée que j'ai faite, je fais une peinture, je dois savoir quand je sors que ça a marché ou ça n'a pas marché. Mais le lendemain, je reviens assez tôt pour voir que c'est réellement le cas. Sinon, je recommence, si c'est complètement foutu, si vous voulez. Et il y a des petits détails que j'ai fait peut-être après, mais ils sont pas énormes. En fait, quand je sors de l'atelier, je dois savoir si ça marche ou pas. Et c'est vraiment une sorte de transe dans ton travail. C'est-à-dire que je sors pas de l'atelier,
j'ai mon lunch que j'apporte avec moi. Alors, c'est une sorte je commence et ça s'arrête au point que je pense qu'on a réussi quelque chose. Mmh. Et pour pouvoir vous mettre dans cet état de transe ou de concentration assez intense, j'imagine, est-ce que vous préparez très fort en amont une peinture? Je dois me préparer mentalement, parce que je ne peux pas travailler chaque journée de semaine, c'est une journée. Mm-hmm. C'est-à-dire, plupart, c'est le jeudi. Et là, je dois vraiment me préparer mentalement pour le faire. Je suis encore très nerveux quand je commence. Alors, les 3 heures, les premières heures sont une sorte d'enfer, en tant que je sais comment c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est à un certain point où le contraste entre dans l'image que tout se rassemble, et c'est là qu'on peut voir l'image se distribuer sur la toile. Est-ce que vous faites systématiquement des dessins pour préparer vos peintures? Aussi, oui. Pas simplement des dessins, il y a des Polaroid, maintenant il y a l'iPhone, il y a des trucs que je fais sur ordinateur, enfin il y a le toolbox, c'est assez grand. Vous avez une palette assez particulière, les couleurs sont presque effacées, elles sont présentes, mais pas toujours, mais dans ce cas Dans ce cas-là, oui. C'est quelque chose qui change aujourd'hui, vos couleurs évoluent? Ça change tout le temps, c'est-à-dire que en tant que ça a l'air d'être comme des tons gris, mais dans ce ton gris, il y a aussi de chaleur. Il y a énormément de couleurs dans la tonalité, beaucoup plus que dans soi-disant le bleu clair ou le rouge. Parce que ce sont des choses qui sont entre une couleur et de l'ombre. Alors, c'est assez compliqué. Mmh. J'ai lu que vous peignez toujours en commençant par le plus clair et en finissant par le plus foncé. Ouais. Pourquoi? Parce que ça me donne le temps de enregistrer ce que je fais en tant que je suis en train de peindre. C'est-à-dire que ça donne du temps, parce que si je commencerais par exemple avec le contraste directement, j'ai peur de donner trop de contraste, par exemple. Et là, quand on a trop de contraste dans son image, c'est-à-dire que ça devient une sorte de graphisme, ça devient beaucoup plus une illustration qu'une image. Et on perd aussi la profondeur de l'image. Ce qui amène aussi un certain flou, une certaine indétermination, du moins. Oui, c'est-à-dire que, ça veut dire que, oui, il y a un certain flou, il y a aussi une sorte d'inquiétude qui entre dans l'image, parce qu'on doit se vérifier ce qu'on est en train de voir. Et c'est ça qui m'a toujours intrigué en même temps. L'image doit être d'une manière formulée et déterminée. En même temps, ça va être aussi quelque chose qui n'est pas complètement stabilisé. Il a besoin des ambiguïtés dans l'image qui sont importantes parce que ils sont que pas insignifiants mais différents signifiants qui se rassemblent. Mm-hmm. Et cette ambiguïté dans l'image, est-ce qu'elle n'est pas aussi due au sujet particulier que vous traitez? C'est-à-dire que... Aussi, ça dépend. Ouais. Vous traitez beaucoup de sujets historiques, parfois des sujets historiques très durs, voire horrifiques. Ouais. Pourquoi est-ce que ce sont ces choses-là en particulier qui vous intéressent? Enfin, s'ils sont horrifiques ou non, ce sont des choses qui sont des choses qui ont été formulées, des choses historiques. Enfin, je suis pas un peintre d'histoire non plus. C'est-à-dire que ce sont des choses qui m'ont fasciné à cause du fait qu'ils ont à voir avec l'idée ou l'image que donne le pouvoir, en fait. Le pouvoir m'a fasciné pas pour l'obtenir, mais pour l'analyser. Et dans ce sens-là, il y a toujours eu cet aspect d'être intrigué par ce mécanisme, dont, d'une manière aussi, une image est formulée, pas simplement de l'idée de propagande, mais autre, c'est-à-dire de déstabiliser cette idée de propagande. Certains pourraient dire qu'il y a une sorte d'esthétisation de ces faits historiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça, c'est un danger qui est réel. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez se demander à la fin, je vais faire quelque chose avec une dernière gens qui est survivant, en fait, en Belgique, de l'Holocauste, par exemple. Si ces personnes ne sont plus là,
Alors, toute l'idée de cette horreur peut facilement entrer dans une sorte espèce de image imaginaire, quoi. Alors, ça devient quelque chose de différent. Et là, mais ça aussi, il y a un côté de perversion qui est assez intéressant. Mmh. Dans votre carrière, vous avez fait du cinéma pendant un moment. Est-ce que vous avez totalement arrêté de peindre pendant cette période ? Oui. Qu'est-ce qui vous a fait revenir à la peinture ? Le fait que j'ai filmé, en fait. C'est-à-dire que avant que je suis arrêté de peindre à la fin des années 77, 18, enfin, le début des années 80, sans dire. Et parce que j'avais l'impression que c'était trop extensiel, trop tourmenté, trop près. Et j'avais pas assez de distance. Et avec le processus de filmer, on peut même filmer, on peut même éditer quand on est en train de filmer, en fait. Et j'ai commencé avec Super 8, 16 mm, à la fin 35 avec une équipe. Et là, ça m'a donné enfin, ça a réalisé l'idée de distance que j'avais besoin pour revenir à la peinture, en fait. En fait, ça a tout informé la peinture aussi, hein, à un certain point. Est-ce que ça a influencé votre façon de composer vos peintures ? Oui, absolument. Ça a influencé. Par exemple, un gros plan, ça n'existe pas en réalité. Mais ça existe en film, par exemple. L'idée de cadrer, de cadrage, des choses comme ça. L'idée dont on peut exemplifier un détail et ça devient toute l'image, et des choses comme ça sont assez importantes. Et en même temps, il y a une similarité entre la peinture et le film. C'est-à-dire que je serai toujours un mauvais photographe parce que je ne serai jamais dans le moment. Et avec la peinture et le film, il y a quelque chose qui est assez similaire dans le sens que tous les deux sont autour, ou se déroulent autour de l'approche de l'image. On est en train d'approcher l'image. Et quelle est pour vous la différence du rapport au temps entre le film et la peinture ? C'est un temps différent dans le sens que le film a naturellement une sorte de narratif et une peinture comme objet, c'est quelque chose qui est immobilisé. En même temps, ça découpe l'idée de narratif, autant que c'est aussi une narration, mais c'est une narration qui est beaucoup plus intériorisée. Et dans le fait que c'est immobile, mais le fait que quelque chose est immobile, ça ne peut pas dire que ça ne bouge pas, ça bouge autrement. Mm-hmm. On parlait tout à l'heure de l'importance de la matière dans la peinture, dans le rapport qu'on a à la peinture. Est-ce que vous pensez que la matière est importante aussi parce qu'il y a un contact physique de l'artiste avec sa toile ? Oui, absolument, c'est primordial. C'est-à-dire que moi, je suis un artiste que je dois peindre tout moi-même. Alors, je travaille seul dans l'atelier. J'ai pas d'assistant qui m'aide à formuler mes images ou de peindre avec moi, des choses comme ça. Non. Alors ça, c'est primordial. Et aussi, quand par exemple, je pouvais plus le faire, alors ça s'arrête là. Alors, c'est important d'avoir cet aspect physique pour être convaincu de l'image qu'on fait, en fait. C'est peut-être con, mais je sais pas. Mais c'est assez important et primordial pour moi. Est-ce que vous pensez que se mettre dans cette position-là, c'est être un peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui dans l'art contemporain ? Il y a énormément de gens qui peinent. La peinture n'est pas morte ? Non, ça c'était un discours qui était un peu mal foutu, c'est-à-dire qu'il y a eu ce discours pendant on ne sait pas combien d'années que la peinture est morte, qu'elle est vivante, tout ça, mais c'est pas un discours réel. J'ai toujours dit, quand on me demandait pourquoi vous peignez encore, parce que je dis, je suis pas naïf. La peinture a toujours été, en fait, une espèce d'endroit, un temps et un espace qui était symbolique. Et ça a toujours été de l'art. Et la première conception d'une image est peinte. On a beaucoup parlé de regard. Et j'ai une question récurrente que je demande à nos invités. Est-ce que vous pensez que regarder une œuvre, ou même regarder en général, c'est quelque chose qui s'apprend ? Ça, c'est une question assez difficile, mais on peut instruire un regard, oui. Évidemment, on peut faire ça. Mais je pense pas que ça pouvait complètement déterminer les regards non plus. Alors, il y a quelque chose de très inattendu. Il y a des choses qui des gens aperçoivent et les autres n'aperçoivent pas.
On peut pas uniformiser un regard sur un plan que on peut l'instruire que avoir ça, par exemple. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt!